va essayer d'étudier une halakha dans le Rambam, au premier chapitre, 8e halakha de Ilchot Talmud Torah. On va lire le Rambam, on va essayer d'expliquer, on va essayer de développer l'idée, toujours dans la suite d'idées donc de l'importance de l'étude de la Torah, jusqu'où ça va, pourquoi c'est si important d'étudier la Torah. Alors le Rambam nous dit, halachachet, Kol ish mi-Israël, tout homme d'Israël, chayav betalmud Torah, se doit d'étudier la Torah. Ben ani, qu'il soit pauvre, ben ashir, qu'il soit riche, ben shalem begoufo, qu'il soit littéralement entier dans son corps, c'est-à-dire qu'il soit en bonne santé, ben baal yisurim, ou qu'il soit, Dieu préserve, atteint de malheur. On comprend ici que ce sont des malheurs physiques, maladie, impossibilité de bouger, de se déplacer. Et yisourin, c'est quand même un mot fort. Yisourin fait référence à des mots physiques. C'est pas il a un peu mal à la tête ou il a un peu mal au ventre. On parle d'une vraie maladie qui préoccupe le malade, la personne. Ben Bachour, qu'il soit célibataire. Ben Shaya Zaken Gadol, qu'il soit littéralement un grand vieux, donc un vieillard, très avancé dans l'âge. Shetachash Koro, dont sa force s'est affaiblie. Il n'a plus de force. Il a 90 ans, il a 100 ans, il n'a plus de force. C'est pas quelqu'un qui a 60 ans, il est peut-être pas dans la fleur de l'âge, mais à 60 ans, il reste des forces. Attends, tu veux dire que celui qui a 42 de fièvre, celui qui a 42 de fièvre, il est obligé d'étudier Obligé d'étudier la Torah. Il n'a pas étudié de la même façon que celui qui... Ou il n'étudie pas la même chose alors. C'est très important ce que tu demandes. Mon Rav Rosenberg, à la Yeshiva, il nous disait, c'est sûr, si on va se mettre à étudier de la Gemara, par exemple, des sujets difficiles, complexes, il faut avoir toute sa tête, il faut avoir toute son énergie, il ne faut pas être fatigué. Mais il y a des sujets qu'on peut étudier, comme tu dis, quelqu'un qui a 42 fièvres, qui est au lit, bon, des fois on est vraiment out, c'est-à-dire on n'arrive même pas à ouvrir les yeux. Mais des fois on est malade, ok, on a mal à la tête, on a de la fièvre, alors c'est sûr qu'on n'aura pas l'esprit ou le corps, la disposition et disponibilité d'étudier quelque chose de difficile, mais on peut étudier une étude, quand bien même superficielle. Moi, je vais lire la paracha. Je n'ai pas la tête maintenant d'approfondir un sujet de la paracha, mais je peux lire, ne serait-ce que le texte de la paracha. On peut étudier de la Mishnah. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres en français qui sont traduits. On peut prendre un livre qui n'est pas difficile à lire. Donc, tu as raison, c'est sûr. Tu dis deux remarques et les deux, elles sont importantes. La première, c'est quoi? Même si on a 42 fièvres, il faut étudier la Torah? Oui. Et même si on est à l'hôpital, Chasve Khalila, quelqu'un qui est opéré, bon, bien sûr, le lendemain, voire le surlendemain de l'opération, ça va dépendre si c'est l'opération du cœur ou autre. C'est clair, il est dans les nuages. Et quand il commence à se rétablir un peu, il va pouvoir étudier. Oui, même quand on a 42 fièvres, même quand on est complètement alité, il faut étudier la Torah. Deuxième remarque que tu dis qui est importante aussi, c'est clair, c'est qu'en fonction de la fatigue ou de la maladie, il y a des choses qu'on pourrait étudier, ça peut être une séquence de 5 minutes. Les gens, ils pensent qu'étudier la Torah, c'est étudier 4 heures. Ça, oui, je dirais, c'est étudier 4 heures pour quelqu'un qui a le temps, qui a la disponibilité d'esprit et de temps. Mais, bon, puisque je ne peux pas étudier 4 heures, alors je ne vais même pas étudier 5 minutes. Pourquoi? Tu as 5 minutes. Maintenant, il n'y a pas de visite à l'hôpital ou à la maison, c'est le soir, il est 9 heures, tu es tout seul dans ta chambre. Quelqu'un qui est malade, si c'est la femme, si c'est le mari, l'autre il s'occupe. 5 minutes, je prends un livre, j'étudie. Ok? Et il dit même un vieillard, chez Azaken Gadol, chez Tachash Koro. Même un vieillard, il n'a plus de force. Il n'arrive plus à bouger, il n'arrive plus à se mouvoir, il n'arrive plus à... Chaque fois pour marcher, c'est tout. Il est assis sur son fauteuil. Prends un livre. Au lieu de lire le journal comme un abruti toute la journée ou de regarder la télévision toute la journée comme un abruti. Prends un livre 5 minutes. Alors tu es vieux, tu n'as plus de force, tu as 90 ans.
mais tu n'as même pas la force pour étudier 5 minutes. C'est simple. Tant qu'on est en vie, quel que soit l'état de santé ou l'état de la vie dans lequel on se trouve, mais tant qu'on est en vie, on peut étudier la Torah. Un peu plus, un peu moins, un peu plus qu'un peu plus, ou un peu moins qu'un peu moins, mais il faut étudier la Torah. Mais Baruch Hashem, je disais une fois, il ne faut pas croire que tout le monde meurt du cancer du cerveau ou je ne sais pas de quelle maladie. Et c'est un pléonasme ou c'est un paradoxe, je ne sais pas comment il faut dire, mais la majorité des êtres humains de la planète, ils meurent en bonne santé. Ok? Ça veut dire, pas besoin d'aller à l'extrême. Et si j'ai une tumeur au cerveau, est-ce que je dois étudier la Torah? C'est quoi? Laissons cette question extrême pour ce Chas v'Chaya qui se trouve dans la situation. Mais aujourd'hui, je parle à celui qui pose la question, je lui dis, toi, tu as une tumeur au cerveau? Non, alors viens étudier la Torah. J'irai pas jusqu'à lui dire, quand tu l'auras, on verra. C'est pas Chas v'Chaya des choses qui se disent. Mais maintenant, tu l'as pas. C'est pas Chas v'Chaya handicapé sur ta chaise roulante que tu peux même pas bouger. Il y a encore des gens sur chaise roulante qui peuvent bouger. Dieu préserve, ils n'ont pas les jambes ou ils n'ont pas les bras, ils ont toute la tête. La preuve, c'est qu'ils vont travailler, ils sont parfois chefs d'entreprise, et s'ils ne sont pas chefs d'entreprise, ils sont employés d'entreprise, mais il a toute la tête pour travailler. Alors dès qu'on lui dit va étudier la Torah, il dit ah, je suis un handicapé. Alors pourquoi je suis handicapé pour la Torah et pourquoi je le suis pas pour le travail? Mais maintenant, même si on ne parle pas, Chas v'Chaya, d'un handicapé réel, c'est vrai, il y a des gens, Dieu préserve. Mais des fois, on se met dans la peau de l'handicapé alors qu'on est en bonne santé. Et si j'étais handicapé? Non mais tu l'es pas, maintenant tu es en bonne santé. Et quoi, il faut que j'étudie la Torah, même si je suis à moitié mort? Non mais maintenant tu es complètement vivant, là, il n'y a pas de question. Lorsque la question se posera de dire, on est handicapé, alors on verra. Mais oui, dans toutes les situations, l'homme, il doit étudier la Torah. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Dans un premier temps, ça nous montre l'importance de l'étude. Pour étudier la Torah, c'est pas j'ai bien mangé, j'ai regardé mon petit feuilleton, j'ai bien travaillé, j'ai lu le journal, maintenant je vais aller étudier la Torah. Il me manque rien, mais le problème c'est comme il manque toujours quelque chose, on va jamais étudier. Ou alors, on va difficilement étudier. Donc dans un premier temps, ça nous montre l'importance de l'étude. Quelle que soit la situation de l'homme, il doit prendre un livre, il doit étudier la Torah. Il dit le Rambam, Afilou ani amechazer al aptachim. Même un pauvre qui est tellement démuni, qui est ce qu'on appelle mechazer al aptachim, c'est-à-dire qu'il fait du porte-à-porte. Il n'a même pas de quoi payer son loyer. C'est pas qu'il roule dans une Mercedes et qu'il n'a pas l'argent pour la ranger. C'est pas Baruch Hashem, il a un bel appartement, mais il n'a pas les moyens de se refaire sa tapisserie. Parce qu'elle est en train juste un petit peu de se décoller. Ou bien qu'il y a un petit trou derrière le fauteuil que de toutes les façons personne ne va avoir là-bas derrière. Mais on parle du Ani Chazer Aftachim. C'est celui vraiment, il n'a pas de quoi manger. Il vit le jour. Ve'afilou, et même lui, il doit étudier. Attends, il dit, prends 5 minutes, prends 10 minutes, prends un quart d'heure, prends 1 heure. Tu n'es pas toute la journée en train de faire du porte-à-porte. À un moment donné, tu t'arrêtes 1 heure pour te reposer. Tu t'arrêtes 1 heure pour manger, pour t'occuper de ta femme, tes enfants. Prends 1 heure pour étudier la Torah. Ve'afilou bal isha ubanim. Et même celui qui est marié. Ah, les gens ils disent, je ne peux pas étudier la Torah, je m'occupe de ma femme. D'abord, je dis toujours, la femme, elle vient se plaindre, elle dit, mon mari ne s'occupe jamais de moi. Le même qui dit qu'il n'étudie pas la Torah, parce qu'il s'occupe toujours de sa femme, elle dit, mon mari ne s'occupe jamais de moi. C'est le même couple. Ouais. Ça, j'ai vu, moi, des choses comme ça. Ok, tu as une femme. De temps en temps, tu dis à ta femme, écoute, maintenant, je suis au bureau. Imagine, elle t'appelle, te dit, je suis en train de faire un gâteau, il me manque des œufs. Excuse-moi, là, je suis au bureau, je suis avocat, je suis commerçant, je travaille dans l'informatique, ou je suis ici, je suis commerçant, je sais pas quoi. Attends, pas maintenant il te manque des œufs, tu me rappelles à 7h. À 7h, j'irai à l'épicerie. Ah non, ouais, il me manque des œufs, ou il me manque du citron, ou il me manque du sel. Ok, tout à l'heure. Alors ça, on sait dire pour le citron, ou pour autre chose. Même chose pour la Torah. Maintenant, j'étudie 1 heure. Bien sûr, il ne faut pas choisir l'heure où juste elle est en train de s'occuper des enfants, ou bien à la maison, c'est la Palestine, ou je sais pas quoi. Mais voilà, le soir, de 9 à 10, je vais étudier.
ça dort, ça s'occupait de la maison. Elle appelle tous les quarts d'heure, il me manque. Tu verras tout à l'heure. 1 heure, fais comme si je suis au bureau. Même les enfants, par moment il faut dire aux enfants, je me suis occupé de vous, bien sûr il faut s'occuper des enfants, bien sûr ci, bien sûr ça. L'éducation, il faut être à leur écoute. À un moment donné, je donne un autre exemple, des fois on est au téléphone. Imagine papa, ça fait 1/2 heure qu'il est au téléphone, et maman, un peu plus, un peu moins. Ils viennent les enfants, ils disent, maman j'ai faim, maman il me manque ça, maman j'arrive pas à faire mon exercice. C'est 1 seconde, je suis au téléphone. Alors des fois on est obligé d'enlever le combiné, dit 1 minute. Attends que je finisse ma conversation, et ensuite je m'occuperai. Ça, bien sûr, si c'est un danger, on pose le combiné, Shalom à l'Israël. Mais si c'est pas le cas, 10 minutes, je suis au téléphone, on en prend 1/2 heure, faut pas qu'on me dérange. Ben, la même chose pour étudier. J'étudie, on dit à sa femme, on dit à ses enfants, on dit à ses copains, on dit à sa télévision, on dit à son journal, on dit à tout le monde, 1/2 heure, 1 heure, vous me laissez tranquille, j'étudie la Torah. Il dit le Rambam, Chayav likboa lo zman le Talmud Torah. L'homme se doit de fixer un temps pour étudier la Torah, Bayom ou Balayla. Moi j'ai dit 1/2 heure dans le jour, dans la journée. Le Rambam dit il faut se fixer un temps dans la journée et un temps dans la nuit. C'est-à-dire si je peux étudier 1/2 heure le jour, il faut que je puisse étudier 1/2 heure la nuit. Si c'est un quart d'heure, si c'est 1 heure, 1 heure, etc. Tiens, la journée elle est passée et j'ai pas étudié 1/2 heure. Ah ben maintenant tu fermes tout, bientôt c'est la tombée de la nuit, je vais étudier. Mais pourquoi tu dis fixer? Pourquoi tu dis pas étudier réellement? Non, c'est-à-dire c'est sûr que c'est pas bon, j'ai 1/2 heure, c'est ma 1/2 heure d'étude et puis il lit le journal. Non, parce que quand on va monter au ciel, Hachem il nous va demander est-ce que tu as fixé un temps pour l'étude? Oui, ça c'est une question effectivement. Pourquoi est-ce que on te demande pas est-ce que tu as étudié réellement quoi? On te dit pas. Non, parce que fixer, déjà ça veut dire 2 choses. Déjà le Rambam il dit Zman. Est-ce que je me suis fixé un temps? C'est sûr pour étudier. Mais ça veut dire aussi que c'est pas que j'étudie, comment on va dire, de façon provisoire. Ah ben j'ai 1/2 heure, tiens j'ai rien à faire, il n'y a pas de client, il n'y a rien, bon ben je vais étudier. Il faut se fixer à l'étude comme si c'était un rendez-vous. Ça veut dire il faut que l'étude soit une activité fixe. Pas j'ai rien à faire, je vais aller étudier. Non. Je donne un exemple. Le jeudi soir, j'ai un chiour de 9 à 10. Ben, le jeudi soir, il peut y avoir une manifestation quelconque, que ce soit un mariage, que ce soit une bar mitzvah, que ce soit une activité familiale ou autre, sauf si c'est très proche, des fois que c'est extrêmement délicat. Mais je m'excuse, de 9 à 10, j'ai un temps fixe. Exactement, c'est pour ça que je prends l'exemple du bureau. Je suis au bureau le matin de 8h à midi, c'est fixe. C'est pas bon, tiens, j'ai rien à faire, ah ben allez, je vais aller au bureau. C'est prendre les choses un peu plus au sérieux. Mais c'est vrai. La question que tu demandes est importante parce que la Gemara, elle formule comme ça, la Gemara dans la Masechet Shabbat, elle dit qu'arrivé à 120 ans, l'homme dans le ciel, on va lui poser la question Kavata itim la Torah. Est-ce que tu t'es fixé un temps à l'étude? C'est pas seulement est-ce que tu as étudié, ça c'est sûr qu'on va lui poser la question est-ce que tu as étudié? Mais est-ce que tu as étudié de façon fixe, comme si c'était une activité importante, avec tout le poids, avec tout ce que ça demande, ou bien tu as étudié seulement quand tu pouvais? Celui qui étudie seulement quand il peut, et celui qui étudie de façon fixe, c'est pas... Ok, les gens ils disent ah, oulala, maintenant c'est... je dois m'arrêter parce que je dois aller jouer au golf parce que j'ai mon tennis. Ah, voilà. Tous les jeudis soirs, de 9 à 10, il a son tennis. Il ne faut pas que tu le déranges. Tu peux être président de la République ou SOS, je sais pas quoi. Ah, mais moi, oui, mais de 9 à 10, je réponds à personne. C'est mon activité du jeudi soir ou du dimanche après-midi ou je sais pas quoi. La même chose, la Torah. Ok? J'ai répondu à la question. Bayom ou Balayla. Ça veut dire on n'a pas le droit de laisser passer une journée ou une nuit sans avoir étudié. C'est-à-dire, je vois la journée, elle passe, je dis mince, 4h de l'après-midi, 5h, 6h, ou là bientôt c'est la fin de la journée, ben, le Rambam il dit tu arrêtes tout, et tu dis voilà, les 5 dernières minutes de la journée, maintenant j'étudie. Je parle de 5 minutes pour 2 raisons. D'abord parce que les gens ils pensent, encore une fois, que si on n'a pas 4 heures, ça ne sert à rien d'étudier 5 minutes. Deuxièmement parce que 5 minutes c'est le minimum, c'est le temps d'ouvrir le livre, de voir une phrase. Si je peux le faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais on ne peut pas passer une journée et une nuit sans étudier la Torah. Donc, chez Neymar, comme il est dit, Vehagitabo yoma balayla. Et tu l'étudieras, tu méditeras la Torah jour et nuit. Donc déjà, ce Rambam,
de façon classique, comme ça on l'étudie. Et par derrière ce Rambam, il y a une très très belle Gemara qui est assez longue, peut-être à l'occasion il faudra l'étudier. Pas peut-être, certainement. Mais déjà on voit de cette halakha du Rambam l'importance de l'étude. Il n'y a pas de prétexte pour se défaire de l'étude. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Je comprends, moi je suis millionnaire ou je suis milliardaire, j'ai des sociétés à Hong Kong, à Shanghai, à New York, à Nice, à Paris, je vais, je viens. Moi je pense que les gens qui voyagent beaucoup, eux ils ont encore plus le temps d'étudier que les gens qui ne voyagent pas beaucoup. Parce que le temps, les heures qu'ils attendent dans les aéroports, vas-y, maintenant 4 heures d'attente. Qu'est-ce que tu fais? Bon, allez-y, 1 heure tu lis, 1 heure tu vas, tu as pris un café, 1 heure tu relis, mais étudie dans l'aéroport. Et après l'avion, après qu'est-ce qu'il fait pendant 9 heures? Il a 9 heures de vol pour aller au Brésil ou je sais pas où, si c'est pas 25 heures. Et 10 heures de vol, qu'est-ce que tu fais pendant 10 heures? Bon, allez, tu as regardé le film qu'on t'a montré dans l'avion. Allez, après, tu n'as pas voir 25 heures un film. Allez, tu l'as vu 2 heures. Après, tu as mangé. Ok, tu as remangé, tu as redormi. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu as 9 heures dans un avion. Comment ils font, les gens? Il a lu le journal. Il a même lu le journal de l'avion, que si jamais l'avion il explose, il sait exactement comment mettre le gilet. Déjà, il aurait pu oublier tout ce qu'il aura lu là-bas. Mais ça, le journal de l'avion, ça, on l'a lu et relu 450 fois. Il a acheté du duty-free. Non, mais qu'est-ce que les gens ils font 9 heures? Donc, il a 4 heures d'attente pour l'avion. Après, il a 9 heures dans l'avion. Et après, il a encore 4 heures pour sortir de l'avion. Ça lui fait une journée de 25 heures où il peut étudier la Torah. C'est magnifique. Moi, si je pourrais, je serais homme d'affaires. Je ferais le tour du monde. Après, c'est clair, pendant une semaine, il est à Paris, aux Champs-Élysées. Pendant une semaine, il ne peut pas étudier. Le mec, je m'en il t'a rendu un grand service. Il a fait que toi, une fois par semaine, tu dois voyager pendant 25 heures. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est ta tefila et étudier la Torah. C'est pas génial comme métier? Alors l'autre, il dit, ouais, tu comprends, voilà. Il y a le riche. Maintenant, il y a le pauvre. Le pauvre, il dit, celui qui est démuni, c'est vrai. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Mais j'ai pas de quoi manger. D'abord, quel est le rapport? C'est pas parce que tu n'as pas de quoi manger, ou c'est pas parce que tu as trop d'argent, je reviens un peu aux riches, que tu es dispensé d'étudier la Torah. Et alors, tu n'as pas de quoi manger, et alors? Comme tu n'as pas de quoi manger matériellement, il faut que tu ne manges pas, comme il dit, spirituellement. Mais d'abord, tu n'es pas du matin au soir en train de faire du porte-à-porte. Mais aussi, à un moment donné, les gens, il ne faut pas aller chez les gens entre 8h et 10h le soir. Ils sont en train de manger, coucher les gosses. Donc toi aussi, tu es à la maison, tu es en train de coucher tes gosses, et tu n'as pas une demi-heure pour étudier la Torah. Étudier la Torah. Je suis pauvre. Et alors? Au contraire, c'est encore mieux. Tu n'as pas la radio, tu n'as pas la télévision, tu n'as pas l'ordinateur, puisque tu es pauvre. Tu n'as rien. Si tu n'as rien, tu n'as que toi-même. Si tu n'as que toi-même, c'est là où il faut étudier la Torah. L'autre, il est malade. On a déjà parlé du malade. L'autre, il est jeune, célibataire, barour. Il est jeune, dans la fleur de l'âge, il est plein d'énergie. Je ne peux pas étudier la Torah. Pourquoi? Je suis jeune. Donc quand tu es jeune, tu dis tu es jeune. Quand tu es vieux, tu dis quand tu vas étudier, deuxième vie. Alors ils ont inventé la réincarnation. Si tu n'as pas étudié dans la première vie, tu étudieras dans la deuxième. Mais le Chacham, ce qu'il a fait, la première, il s'est éclaté. La deuxième, il s'est éclaté ce qu'il n'a pas pu s'éclater la première. Alors combien de fois il faut revenir, il faut rembobiner la bobine pour pouvoir étudier la Torah? Tu es jeune, c'est là où tu as la force. La tête, elle est fraîche. On est plein d'énergie. On a plein de questions sur la vie. On a plein de questions sur tout. Ah non, je suis jeune. Ah, samedi soir, c'est boîte de nuit. Jeudi soir, c'est cinéma. Lundi soir, c'est je sais pas quoi. Mardi soir, c'est les études. Et quand est-ce que tu viens étudier la Torah? L'autre, il est vieux. Mais qu'est-ce qu'il fait un vieux toute la journée allongé sur son fauteuil? Qu'est-ce qu'ils font les vieux? Je sais pas. On m'a parlé la semaine dernière d'un témoignage. Je crois que c'est ma femme qui a lu un livre. C'est un monsieur qui avait 70 ans passés, retraité, etc. Il n'avait pas d'activité. Alors il a lancé sur Internet, j'ai 70 ans, c'est un non-juif, hein, c'est pas un juif qui a fait ça, j'ai 70 ans, je cherche des familles qui ont besoin d'un grand-père pour raconter des histoires aux enfants le soir avant de dormir, et il fait comme ça le tour de la France, il va une semaine chez elle, et puis il s'occupe, comme ça les gens... C'est important l'ancienne génération. Mais il s'ennuie. J'ai rencontré un type, j'ai fait un chiour à Menton. J'ai rencontré un type, il m'a dit, moi, toute ma vie, j'étais actif, c'est ça. Il m'a dit, voilà, j'ai pris ma retraite, ça fait 3 mois. Il m'a dit, je deviens dingue, je tourne en rond. Alors, bien sûr, bon yéchiviste, bon talmudiste, je lui dis, venez étudier la Torah. Il m'a dit, je vous promets, je vais venir étudier la Torah. Je lui dis, voilà, on fait un cours le matin, c'est pas très compliqué, c'est Masechet Brachot.
Il y a des gens qui sont débutants dans l'étude. Je vous promets, je vais venir. Ça fait 6 mois, je l'attends toujours. Mais il tourne en rond. Au lieu de tourner en rond, étudier la Torah. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Je m'occupe de ma femme. Quand tu t'occupes d'elle 24 heures sur 24, c'est bien. Chazak, c'est très important de s'occuper de sa femme. Quoique 2 ans après, il arrive, il dit on divorce. Il dit, je crois. Alors, tu n'es pas venu étudier la Torah parce que tu t'occupes d'elle. Peut-être tu t'es trop occupé d'elle. À un moment donné, tu t'es dit, va étudier, mon fils, la Torah. On a des enfants. Baruch Hashem, 1, 2, 4, 6, 20, 30, 50. D'abord, les Français, ils n'en ont pas plus que 2,3, je crois. J'ai jamais compris comment ils faisaient la virgule dans les enfants. C'est pas. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est logique ce que tu dis. Si tu dis que l'étude c'est le plus important, en fait, ça veut dire que proportionnellement, le Yetzer Hara c'est le plus important. Voilà, on y revient, le Yetzer Hara. Effectivement. C'est là où il est le plus performant en fait. C'est là où il va te dire que tu vas pas laisser ta femme, la pauvre, elle est fatiguée, elle est comme si. Surtout, tu vas étudier quoi. Surtout pour l'étude. Il va toujours. En plus, le Yetzer Hara, tu as raison à faire parler le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il dit, mais c'est une grande mitzvah de s'occuper de sa femme et de ses enfants. C'est une grande mitzvah d'aller. Une fois, je parlais avec quelqu'un, il me dit, pourquoi tu n'as jamais étudié? Il dit, moi, je travaille beaucoup. Ah, je travaille beaucoup. Il me dit, oui, et en plus, dans la Torah, c'est écrit qu'il faut avoir un métier. Je lui dis, tu connais la Torah? Tu l'as jamais étudiée, alors comment tu la connais? Mais c'est pas très grave. Deuxièmement, la même Torah qui dit qu'il faut que tu ailles travailler, la même Torah, elle dit qu'il faut que tu ailles étudier la Torah. Ah, pourquoi je ne t'aurais jamais étudié? Ah, on a pris une mitzvah, il faut aller travailler, il faut ramener de l'argent. D'abord, combien d'argent la Torah a dit qu'il fallait ramener? Tu n'as pas dit va chercher de l'argent pour te payer une Mercedes. Si l'argent il vient tout seul, la brioute. Mais pourquoi tu vas chercher de l'argent en plus? Ah, peut-être qu'on va manquer. Peut-être qu'on va manquer. Mais tu as raison. Et d'ailleurs, le Rambam, il nous dit, dans le 3e chapitre, toujours de Ilchot Talmud Torah, 3e chapitre, 3e halakha, Elecha mitzvah bechol mitzvot kulam sheishkula keneged Talmud Torah. Nous n'avons pas de mitzvah parmi toutes les mitzvot qui est égale à toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, étudier la Torah, c'est la mitzvah, comme dans le Scrabble, on a dit ça une fois, qui vaut 613 points. Tu étudies la Torah, c'est comme si tu as fait 613 mitzvot. Et nous n'avons pas de mitzvah parmi toutes les mitzvot qui soit égale à toutes les mitzvot de la Torah, comme celle d'étudier la Torah. Tu as fait Shabbat, c'est une mitzvah très importante. On l'a déjà dit, on ne va pas le répéter, on l'a déjà dit que la première mitzvah par laquelle il faut commencer, c'est étudier la Torah. C'est la mitzvah la plus importante. Il y a un livre exceptionnel qu'il faut lire. Moi, je pense que chaque juif, il doit lire ce livre. C'est un livre, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'âme de la vie. Nefesh Achaim de Rapraim de Vologine. Il parle de toutes ces notions, il parle de l'homme, il parle de la tefila, on a parlé aussi déjà quelques fois de ce livre, et je pense que c'est un livre majeur. Et, c'est vrai, étudier la Torah, c'est the mitzvah. Par conséquent, le Yetzer Hara, mais on va voir jusqu'où il va aller le Yetzer Hara. Jusqu'où il va le Yetzer Hara pour nous dissuader de ne pas étudier la Torah. On va voir jusqu'où. Donc, premièrement, donc on va revenir sur le Yetzer Hara. Premièrement, ce Rambam l'importance d'étudier la Torah. Mais l'idée que je voudrais dire, que je voudrais étudier avec toi, avec ceux qui nous écouteront, ceux qui écouteront ce shiur, c'est que, justement, Rapraim de Vologine, il ramène un Zohar qui est bien connu. Et le Zohar dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire que le monde, l'univers, déjà dans ce qui le compose, et aussi dans les événements qui s'y déroulent, tout ça a une source dans la Torah. Ça veut dire que chaque étape de la vie, si je reprends l'exemple du Rambam, chaque événement de la vie, comme on l'a vu dans le Rambam, ça a sa source dans la Torah. La vieillesse, dans la Torah, c'est un thème passionnant. Un vieux, il doit étudier la vieillesse. Un jeune, il doit étudier la jeunesse. Un riche, il doit étudier la richesse. Un pauvre, la pauvreté. Ça veut dire, tu as un problème dans la vie. Un malade, il a parlé aussi du malade et celui qui est en bonne santé. Finalement, il nous a ici, en une phrase, il nous a fait la liste de tous les événements de la vie, de tous les âges.
Il dit, tu prends ton événement et tu vas le regarder dans la Torah. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah pour créer l'événement. Donc c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, ça va dans le sens Torah, événement. Moi, à travers l'événement, je dois retrouver la Torah qui est inscrite dans l'événement. Il y a une idée que j'ai entendue quand j'étais à la Yeshiva. Mon rabbi nous disait au nom du Gaon de Vilna, qui est le maître donc de Rapraïm de Vologine, le Gaon de Vilna, il disait, chaque semaine, quand on étudie la paracha qu'on est en train d'étudier, elle va avoir une influence sur ce qui va se passer dans la semaine. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer dans la semaine, n'importe quoi, si j'ai un problème de Shalom Bayit, si j'ai un problème de Parnassa, si j'ai un problème de Chinour, et bien dans la paracha de cette semaine, j'ai les éléments pour régler, pour gérer, je ne dis pas pour régler, j'aime pas le mot régler les problèmes, mais pour gérer les problèmes de la semaine. Que ce soit des problèmes individuels, des problèmes collectifs, même des problèmes universels. Tout ce qui s'est passé dans le monde cette semaine, on peut retrouver les éléments de gestion de l'événement dans la paracha de la semaine. C'est ça qu'il nous dit ici le Rambam. Il nous dit, tu es pauvre. Eh bien, ta pauvreté, comment tu l'aperçois? Étudie la Torah. Comment tu vas la gérer? Étudie la Torah. Comment tu vas trouver les solutions à ton problème? Étudie la Torah. Tu es riche? La Torah, elle te parle. Tu es pauvre? La Torah, elle te parle. Tu es malade? La Torah, elle te parle. Tu es en bonne santé? La Torah, elle te parle. Parce que Kadosh Baruch Hu, avant de créer l'événement, il a d'abord regardé la Torah. Et donc l'événement, il est le produit de la Torah. Le Maharal, je pense qu'on peut un petit peu rapprocher les idées. Le Maharal, quand il parle de la Torah, il dit que la Torah, elle est le Seder HaOlam, elle est l'ordre du monde. Les gens disent, le monde, c'est un désordre, c'est un tohu-bohu. C'est assourd de dire ça. Tohu-bohu, c'était avant la création. Bereshit bara Elokim shel haaretz, et la terre était tohu-bohu. Celui qui voit le monde, son monde individuel, ou le monde dans l'univers, comme étant un tohu-bohu, comme étant on ne comprend plus rien, on ne sait plus ce qui se passe, c'est le désordre. Lui, il n'est pas encore rentré dans le monde. La terre était tohu-bohu, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à placer les choses. D'ailleurs, il y a un Rashi exceptionnel au début de la Torah, comme tous les Rashis de la Torah. Mais tout le monde pense que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé un élément. Le deuxième jour, il crée un deuxième élément. Le troisième jour, il crée un troisième élément, et ainsi de suite jusqu'au sixième jour. Rashi dit, c'est pas du tout comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est ce qu'il dit Rashi. Ça, on peut le voir dans Rashi au début de Bereshit. Rashi explique que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé. Voir l'homme, peut-être même l'homme. Il dit clairement, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, tous les éléments de la création, il les a créés. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant 6 jours? Il va les ordonner. Il va dire, toi, ta place, elle est là. Le deuxième jour, il revient, il dit, toi, ta place, elle est là. Il n'y a pas eu de création. La création ex nihilo, ça c'était le premier jour. Premier jour, c'est comme tu rentres dans un appartement, on va dire, après un déménagement. Premier jour, on amène tout. Et après, on commence à ordonner les choses. Celui qui voit dans le monde un désordre, il n'est même pas rentré dans le monde, il ne voit rien. Il faut pouvoir voir le monde. C'est extrêmement difficile, attention, c'est une tâche qui est très difficile. C'est très difficile de voir de l'ordre. Et peut-être que s'il y a le désordre, c'est peut-être l'homme lui-même qui le crée. C'est pas peut-être, c'est certain. C'est certain que c'est l'homme qui le crée. Mais qui est-ce qui crée le désordre dans le monde? Celui qui n'étudie pas la Torah. Je crois qu'il nous a donné un livre qui s'appelle la Torah. Et la Torah, c'est l'ingrédient qui nous permet de voir de l'ordre, de gérer le monde et d'y mettre de l'ordre. Mais déjà, dans son monde à soi, c'est très prétentieux de vouloir mettre de l'ordre dans la planète, de vouloir réordonner l'univers. C'est très prétentieux. Alors on va laisser la planète et l'univers pour ceux qui ont la Torah, la tête aussi grande que la Torah. Mais déjà son monde à soi. Regarde la Torah, le rouleau de la Torah, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un livre élastique. Il y a ceux pour qui la Torah, c'est quoi la Torah? Ben, c'est un rouleau qui est enfermé dans un manteau. Mais qu'est-ce qu'on fait chaque semaine? On l'ouvre, et on le déroule d'un côté, on le reroule de l'autre côté. Finalement, il est élastique. Si pour moi la Torah, c'est 2 rouleaux qui sont rebominés l'un sur l'autre, alors le monde aussi, je vais le voir replier sur lui-même. Mais si la Torah, je l'ouvre et je la déroule, et je vois que Chalet, elle est à sa place, etc. Alors là, je vois les choses avec un regard plus large, plus ordonné.
Mais je voudrais revenir au Yetzara, et on va peut-être finir avec le Yetzerara. Ça va dans le même ordre. Dans le même ordre d'idée. Le Maharal nous dit, la Torah, elle est Seder Haolam. La Torah, elle nous permet de voir le monde dans un ordre bien précis. Chaque chose à sa place. Les gens se disputent. Toute l'histoire de Shalom Bayit, c'est quoi? Moi, ce soir, avant de venir ici, je me suis disputé avec ma femme, j'ai aucun problème de le dire. Pourquoi? La dispute, allez, on divorce. Ça, c'est pas de la dispute, ça, c'est la guerre. Je suis rentré dans la cuisine, elle est en train de cuisiner pour Shabbat. Alors au début, ça va avoir une bonne intention. Ma femme, c'est fatiguée, si ça, les enfants à la maison, ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Fais ci, fais ça, elle voulait que je l'aide à couper le poulet en deux parce que c'était difficile. Ok. Tout va bien, jusqu'à là, il n'y a pas de dispute. Au contraire. Mari exemplaire qui veut aider sa femme. Ok. C'est chose que tout le monde fait, que tout le monde fait. À un moment donné, elle va pour justement cuisiner. Je dis, attends une seconde. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, au début, c'est comme si. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, parce que le mari, des fois, il est lourd. Mais qu'est-ce qu'il est lourd? Elle m'a foutu dehors de sa cuisine. Elle m'a dit, attends, tu m'aides, Razak. Mais si tu commences à me casser les pieds, la cuisine, c'est mon univers. C'est pas le tien. Comment c'est pas mon univers? Mais c'est tout autant ma cuisine que ta cuisine. C'est des petites bêtises. Puis des fois, on est fatigué, des fois, on est nerveux, et on s'enflamme pour rien. À la fin, gentille comme elle a fait ce que je voulais. Méchant comme je suis, je lui ai imposé ce que je voulais. Mais elle m'a quand même mis dehors de sa cuisine. Et elle s'est énervée, mais pour des bêtises. J'arrive même pas à le raconter tellement c'est nul. De ma part. Je suis revenu un peu plus tard. Je dis vraiment, excuse-moi. Pour une histoire de plastique, de ch'touillotte, je sais pas quoi. Je dis vraiment, excuse-moi. T'as raison. La cuisine, c'est ton univers. Moi, maximum, je peux te suggérer. Elle me dit, ça oui, d'accord. Mais ne commence pas à m'énerver. Moi, je me suis fait mon programme. Toi, tu viens, boum, tu m'envoies une boule dans l'équipe. C'est l'essentiel. C'est ce qu'il y a dans ton assiette. Ce sera bon, je sais ce que tu aimes. Non, mais je voulais que tu le fasses comme ça. Je dis, excuse-moi. Excuse-moi. Bémet, tu as raison. Je me suis introduit dans une planète qui ne m'appartient pas. Ou alors, elle m'a dit, eh ben toi, tu cuisines. Si tu sais ce qu'il faut faire. Parce que c'est facile de donner des ordres et de dire, fais comme ci, après tout ce que tu fais, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. J'enlève le tablier. Vas-y, cuisine. Montre-moi ce que tu sais faire. Ah non, c'était juste une petite idée. Donc finalement, et le Maharal dit c'est comme ça, toute l'histoire de la planète, tout ce désordre, c'est une histoire de Shalom Bayit, c'est une histoire de cuisine. On rentre dans un univers qui ne nous appartient pas. Akadosh Baruch Hu, il reprend ta tête, il te dit ta place elle n'est pas là, elle est là. Et il reprend la tête de l'autre, il dit excuse-moi, ta place elle n'est pas là, elle est là-bas. Tous les conflits d'honneur, de famille, de société, d'éducation, tout, c'est un problème de savoir resituer les choses à leur place. Et ça, c'est toute la Torah. La Torah, dans les mots du Maharal, elle est le Seder Haolam. Je voudrais revenir sur le Yetzara, parce que c'est quoi le Yetzara le plus fort? Pourquoi les gens ne viennent pas étudier la Torah? C'est quoi le vrai Yetzara? Bon, allez, ce soir, il y a un match. Ok, tu as été voir le match. Il n'y a pas des matchs tous les soirs. Dans la télévision, ils sont très forts. Un mois, il y a les matchs. Un mois, il y a Roland Garros. Un mois, il y a le festival de Cannes. Un mois, il y a le festival de Versailles, ou je ne sais plus où d'Italie, je ne sais plus comment il s'appelle là-bas, ce festival. De Venise. Ah voilà, je l'ai oublié, merci. Festival de Venise. Tous les mois, il y a quelque chose. Fort. Heureusement. Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait que l'homme, il est fan de tout. Parce que sinon, il se gaverait de télévision ou de journal ou de je sais pas quoi. Alors, il y a un qui est fan de football. L'autre, il est fan de tennis. L'autre, il est fan du festival de Venise. Et l'autre, il est fan de je sais pas quoi. Mais quand tu es fan de football, allez, pendant un mois, on ne te voit pas étudier. Ok, allez, va voir ton match. Mais après, la saison, elle est finie. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves toujours un prétexte. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est quoi le Yetzirah? C'est quoi, je dirais, le vrai Yetzirah qui fait que l'homme, il ne veut pas étudier la Torah? Allez, ce soir, tu n'as rien à faire. Pourquoi tu n'as pas étudié? Ah, il faut que je lise le journal. Mais tu l'as déjà lu ce matin, le journal. Oui, mais je risque d'oublier l'information de... Tu prends pour un idiot. Laisse ton journal. Pourquoi je m'attrape à moi. J'allais dire, j'attrape celui qui m'écoute là. Je m'attrape à moi, dans la tête. Pas à celui qui m'écoute, à celui qui me parle. Je dis, allez, pourquoi je t'attrape par la tête là? Pourquoi tu n'étudies pas la Torah?
Dis-moi quelque chose, tu disais tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu va nous poser la question. Moi, je dis, que lui, il me pose les questions qu'il veut. Mais comment moi, je vais répondre aux questions? Je pense que c'est la période du bac, des examens, etc. Les élèves, ils se préparent. Comment on va répondre aux questions? Pas quelle question il va me poser le prof, mais comment je vais moi répondre à la question? Voilà, Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Oui, je vous pose le problème de conscience. Je fais comme si je parle à 2500 personnes. À tous les juifs de la planète. Minimum. Minimum. Je te remercie pour la bracha. Je me parle à moi-même. Qu'est-ce que je vais répondre à Akadosh Baruch Hu dans le ciel à 120 ans? Il va me dire pourquoi telle date, de telle heure à telle heure, c'est pas venu étudier la Torah. J'avais 10 minutes. Et alors, étudier la Torah 10 minutes. Telle date, de telle heure à telle heure, pourquoi c'est pas étudier la Torah? J'étais fatigué, mon œil. Tu as lu 4 heures le journal, c'était fatigué. Si t'es fatigué, jamais un rabbin Yeshiva disait, si tu es fatigué pour la Gemara, tu es aussi fatigué pour le journal. Si tu arrives à le journal, c'est que tu n'es pas fatigué pour étudier la Gemara. Alors ferme ton journal et viens étudier la Gemara. Qu'est-ce qu'on va lui dire à Akadosh Baruch Hu? Le vrai Yetzer Hara. Pourquoi on a du mal à étudier la Torah? C'est pour une chose. J'ai dit qu'on a du mal à venir étudier la Gemara. C'est pas précisément la Gemara, mais on a du mal à venir étudier la Torah. Pourquoi on a du mal? Alors là, il y a une Gemara. D'ailleurs, c'est en rapport avec la paracha de cette semaine de Parashat Shelach. C'est écrit Kidvar Hashem Baza Venicheta Nefeshaim Me'amea. La Torah, elle dit l'homme qui a méprisé la parole de Dieu sera retranché du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser la parole de Dieu? Il y a plusieurs explications dans le traité Sanhedrin. Ça aussi, il faudrait étudier le traité Sanhedrin d'Afsadik Tet Amoudbet. Il y a ce qu'on appelle le Olam Haba. Ça aussi, il faut étudier. Je ne sais plus par où commencer. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui sont exclus du Olam Haba, on a parmi ceux qui sont exclus du Olam Haba, celui qu'on appelle l'apikoros, qu'on a traduit par extension l'hérétique, celui qui renie la Torah. La Gemara au traité Sanhedrin, Sadiktet Amoudbet, il y a toute une souga. Qu'est-ce que c'est qu'un apikoros? Une des réponses de la Gemara, celle de Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Kegon anne de amrem mai ahanulan rabanan, les didhu karu, les didhu tan. Je pense que là, on est en train de faire parler les Yetzer Hara. Il dit Rav Yosef, c'est quoi l'apikoros? C'est celui qui dit à quoi ça sert d'étudier la Torah. Pire, à quoi servent Mai Ahanulan Rabanan? À quoi servent les Rabanan qui étudient la Torah? Lorsqu'ils étudient, ils n'étudient que pour eux-mêmes. Ce sont des égoïstes, ce sont des assistés. Ils s'enferment dans leur grotte, dans leur bulle, dans leur yeshivot. Celui qui dit à quoi ça sert d'étudier la Torah? Si finalement ça sert. Bon, allez, tu veux que je vienne étudier la Torah? Ok. Allez, à quoi ça sert que j'étudie? Je la connais. Je ne sais pas comment il a fait, il n'a jamais étudié, mais c'est pas grave. À quoi ça sert de venir étudier la Torah? La question, je pense que le vrai Yetzer Hara, c'est l'idée que je me suis fait du Yetzer Hara des gens qui étudient pas la Torah. Je dis des gens, mais comme moi-même. Baruch Hashem, on a la possibilité, on a compris que venir étudier la Torah, on l'étudie. Et des fois, on dit, allez, 1 heure, je ne vais pas étudier. À quoi ça sert? J'étudie 25 heures par jour, alors si 1 heure, je m'arrête, ça va. Des fois, on se dit, et finalement, et moi je pense que véritablement les gens qui n'étudient pas la Torah de façon fixe, comme on l'a mis dans le Rambam, de façon sérieuse, les gens ils se suffisent d'un petit discours le samedi, d'un petit discours par-ci, non, ça c'est bien, c'est joli, mais étudier la Torah. Pourquoi on n'étudie pas la Torah? C'est pas seulement qu'on n'a pas compris l'importance de l'étude, c'est qu'on pense qu'étudier la Torah, ça sert à rien. Or, il dit Rashi, on va fermer la boucle avec le Rambam qu'on a vu, le Nefesh HaChaim, etc. Il dit Rashi, Vehem enam yodim, ceux qui disent la Torah à quoi elle sert, c'est ceux qui ne savent pas à quoi elle sert. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. She'olam mitkayem aleh. Si je te vois étudier la Torah, je dis mais à quoi ça sert que tu étudies la Torah? Ça sert à rien. Celui qui dit ça, c'est qu'il ne sait pas que le monde, le Olam, l'univers, il repose sur toi. Comment tu es en train de demander à quoi ça sert d'étudier la Torah? Mais le Zohar, ramené dans les Nefesh HaChaim, il dit, et la Mishnah dans Avot, on peut citer des dizaines et des dizaines de références dans le Talmud, dans les Midrashim. La plus connue, la plus classique, travaillons dans le classique, le monde repose sur 3 choses. Torah, Avoda et Milut Chasadim. Première Mishnah de Avot, que tout le monde lit dans toutes les synagogues entre Pessah et Shavuot. Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed ala Torah,
Donc le monde, il est Omed. Omed, ça veut dire se tenir debout. Si tu enlèves la Torah, qu'est-ce qui fait le monde? Boum, il se casse la figure. C'est comme un vieux avec sa canne, ou bien quelqu'un qui est handicapé, qui a besoin de sa canne. Si tu lui enlèves sa canne, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe par terre, il s'écroule. Quelqu'un qui a le pied dans le plâtre, il tient sur 3 pieds. 2 béquilles et une jambe. Parce que l'autre, elle est dans le plâtre ou elle est cassée. Eh bien, le monde, il tient sur 3 pieds. Si tu en enlèves un, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse la figure. Donc celui qui dit, à quoi ça sert que tu dis la Torah? Mais enfin, tu n'étudies que pour toi-même. Tu es un égoïste. Moi, je lui réponds quand j'étudie la Torah. Je lui dis, mais t'as pas compris, Coco, que mon monde, celui dans lequel toi-même tu te trouves, il tient grâce à la Torah que moi je suis en train d'étudier. Ça ne veut pas dire que c'est seulement grâce à moi, c'est grâce à tout celui qui étudie la Torah. Et ton monde à toi, il tient grâce à la Torah que tu es censé étudier. Et si tu n'étudies pas la Torah, ton monde il s'écroule. Ah oui, tu vas avoir que des problèmes de Shalom Bayit, que des problèmes de Parnassa, que des problèmes de ci, de Chidour, que des problèmes de ça. Tu vas avoir le monde, tu vas avoir dans le monde que la guerre, un grand fataliste, un grand pessimiste. Le monde il est dans le désordre. Viens étudier la Torah. Tu vas voir que ici tu vas introduire tel traité, et ici tu vas introduire tel traité du Talmud. Ça va te donner une autre vision des choses. Mais ça va surtout te donner la vision que la Torah, tout simplement, elle est la béquille du monde. Al-Shlosha Dvarim Haolam Omed. Celui qui dit, et ça c'est le vrai Yetzer Hara. Moi je lui dis, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, ah ce soir, il y a une émission exceptionnelle. Je dis, mais si tu ne vas pas la voir, tes yeux ils vont pas se crever. C'est pas grave si tu l'as pas vu. Le monde il repose pas sur ton émission. Le monde il repose pas sur ton journal. Et si tu n'étudies pas la Torah, à quoi ça sert? Est-ce que tu vois, ça va te servir à quelque chose? Allez, je ne vais pas parler comme un extrémiste. Oui, des fois à la télévision, il y a, comment ils appellent ça, des émissions de culture ou des émissions scientifiques. Tu vois, les quelques fois que j'ai acheté Télé 7, ou je sais pas quoi, 7 jours, je sais pas quoi, j'ai cherché les émissions, peut-être que je ne sais pas lire le Télé 7 jours, peut-être qu'il faut savoir le lire, il faut aller faire 10 ans d'études pour savoir lire Télé 7 jours, ou alors je suis tellement bête, c'est possible. Mais les quelques fois dans ma douche, je regarde la fiction, j'ai cherché des émissions intéressantes. Alors ça arrive, allez, 1 heure dans la semaine. Donc tout le reste, ça ne sert à rien. Alors pourquoi la Torah, elle sert encore moins à rien que ce que tu regardes ici et là ou ce que tu lis. Ton journal, il sert à quelque chose? Il sert à rien. Et la Torah, elle sert encore moins que rien. Parce que tu as décidé d'aller lire le journal qui sert à rien, mais étudier la Torah, c'est encore moins que rien. Or, ils ne savent pas que le monde, mitkayem, il se maintient grâce à l'étude de la Torah. C'est ça qu'ils ne savent pas. La Picoros, ce que tu appelais le Yetzer Hara, ici ce soir je l'appelle moi la Picoros, le Yetzer Hara il te dit, c'est-à-dire, pourquoi le Yetzer Hara il te dit n'étudie pas la Torah? C'est quoi son argument? Allez, je fais un débat avec mon Yetzer Hara. Je psychanalyse mon Yetzer Hara. Comment ça tu veux pas que j'aille étudier la Torah? Moi je vais aller étudier la Torah. Il dit, mais non, occupe-toi de ta femme, tes enfants. Ah mince, maintenant j'ai lu le Rambam, je peux plus lui dire, ok je vais m'occuper de ma femme, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon travail. Mais je vais quand même aller étudier la Torah. Alors Rambam il dit, t'as pas de prétexte. Allez, je vais étudier la Torah. Donc si tu me veux maintenant. Oui, mais c'est-à-dire, c'est quoi l'argument? C'est-à-dire, puisque la Torah, c'est ce qu'il y a de plus important, le Yetzer Hara, il cherche un argument béton. C'est quoi l'argument béton pour dissuader l'homme d'étudier la Torah? C'est de lui dire, tu vas étudier la Torah, mais ça sert à rien. Tiens, ouais, ça c'est béton, c'est vrai, t'as raison. Là, Yetzer Hara, j'ai pas de réponse, t'as raison. Étudier la Torah, ça sert à rien. T'as raison. Ah ben, je vais pas étudier la Torah. Le problème, c'est que l'appétit vient en mangeant, et ça n'est qu'en étudiant la Torah, un, qu'on va comprendre son importance, deux, qu'on va comprendre en quoi elle est le maintien du monde. Je pense que dans le fond de l'esprit des gens, de monsieur tout le monde, celui qui ne vient pas étudier la Torah, c'est simplement parce que le Yetzer Hara, il a gagné. Mais quel est l'argument fatal du Yetzer Hara? C'est quand le Yetzer Hara, il te dit, finalement, tu as étudié, mais à quoi ça sert? Et ça, on n'a pas beaucoup de réponses. Alors on lui dit, t'as raison, t'as gagné. Donc je ne vais pas étudier la Torah, donc on n'étudie jamais la Torah. Mais non, le Yetzer Hara, il faut lui dire, comment ça, à quoi ça sert? D'abord, Bichlal, le Yetzer Hara, il faut lui dire, Coco, si toi-même le Yetzer Hara t'existe, c'est grâce à la Torah. Parce que il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc il t'a créé à travers la Torah. Donc le Yetzer Hara, toi-même t'existes parce que la Torah, elle existe. Donc si tu me demandes à moi de ne pas étudier la Torah, même le Yetzer Hara, il est mort.
C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde va commencer à étudier la Torah et tout le monde est en mesure de comprendre. À partir du moment où tu commences à étudier la Torah, tu es en mesure de comprendre pourquoi en fait la Torah soutient le monde. Ouais. Alors, attention. C'est sûr que il faut élaborer l'idée, il faut la développer. Pourquoi la Torah, ok, c'est gratuit, voilà, bah, c'est écrit dans le Talmud. Ah, le Talmud, il a dit, ok. Ouais, ben moi, mon Yetzer Hara, il me dit que ça sert à rien, et la Torah, elle me dit que ça sert, oui, à quelque chose. Non, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai ramené un petit peu le Maharal, qui dit que c'est l'ordre du monde, etc. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'est très difficile. Je dirais, tout le monde peut le voir, mais pas tout de suite. Les gens, ils viennent, allez, un mois, je vais faire l'effort, je vais aller étudier. D'abord, je suis dans un cours, ça m'intéresse pas. Fais-toi un rave, la Mishnah dit dans la vote. Ah, c'est les raves. Va choisir un rave qui va réussir à introduire la Torah dans ta vie. C'est-à-dire qu'il va t'impliquer dans ta Torah. À partir du moment où il va t'impliquer, alors au début c'est flou, au début on ne comprend pas très bien, mais il faut laisser le temps. C'est pas, non, ça c'est clair, c'est pas en 1 heure d'étude qu'on va comprendre en quoi la Torah, elle est le support du monde, et en quoi le monde n'existe qu'à travers la Torah. C'est clair que c'est pas en 1 heure d'étude, ça c'est clair. C'est en combien de temps? En une vie. En 10 ans. Il faut trouver le rave qui répond à mes problèmes. Pourquoi il faut que je cherche le rave qui répond à mes problèmes? C'est très dur de se faire un rave. La Mishnah dit dans la vote, assez les rave. Fais-toi un rave. C'est-à-dire, fais-toi le rave qui va répondre à tes problèmes. Un rave, c'est pas un psychanalyste, c'est pas un médecin, c'est pas un psychologue, etc., c'est pas un avocat. Un rave, c'est celui qui est rave de la Torah. Il a une maîtrise de la Torah. Par conséquent, tous les problèmes que je vais lui soumettre, ça va être de la Torah. Et là, je vais dire, mais finalement, c'est magnifique. Ce rave-là, tel qu'il vit la Torah, il va me permettre à moi de me retrouver dans la Torah. Je vais retrouver exactement mes problèmes dans la Torah. Moi, je vous dis, les gens qui ont des problèmes, un exemple. Les gens qui ont des problèmes de Shalom Bayit, il faut qu'ils aillent étudier Bereshit. Pourquoi? Parce que dans Bereshit, on voit Abraham, il se dispute avec Sarah. Yitzhak, il se dispute avec Rivka. Rachel, elle se dispute avec Yaakov. Alors on va me dire, oui, mais c'est une dispute à une autre dimension. Non, c'est écrit dans la Torah qu'Yaakov, il s'énerve contre Rachel. Il s'est énervé contre elle. Et c'est écrit que Yitzhak et Rivka, ils étaient fâchés. Ils vont prier chacun d'un côté. Il dit à Virch, si tu as un problème avec ta femme, parce que tu veux avoir des enfants, pourquoi elle est prise d'un côté et toi de l'autre côté? Comme ça, c'est écrit dans les psukim. C'est écrit que chacun est prié de l'autre. Pourquoi tu pries de chacun de ton côté? Vous ne pouvez pas prier ensemble? Ils se faisaient la tête. Allez, ok, c'est une autre dimension, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov. Mais on va s'inspirer des Avot Akdoshim d'Avraham Yaakov pour gérer nos problèmes quotidiens de Shalom Bayit. Et pourquoi pas aspirer de les régler comme eux, ils les ont gérés. Tirons des leçons de leur vécu. Donc ça, c'est-à-dire, je réponds oui et non à ta question. Oui, tout celui qui étudie la Torah, il va voir que la Torah, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit vieux, qu'il soit en bonne santé, il va voir que la Torah, elle répond à son problème. Faut-il encore trouver le bon Rav? Faut-il encore trouver la bonne yeshiva, le bon Beth Midrash? Mais, non, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout de suite. C'est pas, ah ouais, j'ai lu un truc, parce que ça c'est horrible. J'ai lu un truc, ah ça je vais le mettre en pratique tout de suite. Une seconde. Il y a une culture, il y a une idée, il y a un élan. Peut-être c'est pas au niveau. Le Rav, il va bien te connaître. D'ailleurs, il y a quelque chose d'exceptionnel. Le Rambam, tout ça c'est dans le Rambam, il fait Talmud Torah. Tu m'as permis de réviser ça à la rote. Le Rambam, il commence le Talmud Torah. Il dit de la même façon qu'on se doit d'enseigner la Torah à ses enfants, on se doit d'enseigner la Torah à ses élèves. Pourquoi? Parce que les élèves de l'homme sont ses enfants. À un moment donné, il faut s'occuper de son élève, comme son enfant. C'est pas, bon, j'ai fait un shiur, vous avez compris, vous avez rien compris, bye, shalom à Israël, je reviens demain. C'est pas comme ça. À un moment donné, le Rav, il va vers l'élève, il dit, tu as bien compris ce que j'ai dit? Tu as bien intégré? Et il va comme ça, chez chacun de ses élèves. Il dit, toi, ton problème, c'est A. Est-ce que le shiur, il a réveillé ton problème? Est-ce qu'il a orienté ton problème? Comme un enfant. Un enfant, il vient, bon, allez, t'as fait une bêtise, 2 baffes, une fessée. Non, c'est pas comme ça qu'on s'occupe des enfants. Ça, c'est quand on n'a pas le temps, ça, c'est quand on est énervé, ou ça, c'est quand on ne s'y connaît pas dans l'éducation. C'est très dur, c'est très long. Voilà, je dirais, étudier la Torah, c'est un chinour, c'est une éducation. Ton fils, ta fille, elle a un problème. D'ailleurs, on ne gère pas. 2 enfants, ils ont le même problème, on ne gère pas de la même façon.
Attends une seconde. Chacun son tour. Toi, tu as ce problème? Viens, je t'écoute. Ah, toi, ton problème, c'est que tu voulais un verre d'eau. Tiens, un verre d'eau. L'autre, il va dire, toi, ton problème, c'est que tu n'arrives pas à régler ton problème de mathématiques. Viens, je t'aide. La Torah, comment le Rav, il la transmet à l'élève, c'est exactement de cette façon. Donc, c'est toute une éducation. Donc, oui, c'est donné à tout le monde. Mais, à la façon de faire le bon travail, avec le bon Rav, le bon limoud. Comment on choisit un Rav? C'est un débat qu'on a eu ici il y a quelques semaines à la Yeshiva, avec certains participants. Comment on choisit un Rav? Très vulgairement, très simplement, je vous le balance comme ça. Tu choisis le Rav qui répond à ton problème, à toi dans la vie. Je dirais c'est un peu comme un médecin. Pourquoi on ne va pas chez n'importe quel médecin? Comme un psy. Aujourd'hui, c'est à la mode d'aller chez les psys. Comment tu choisis ton psy? Celui qui te comprend, celui qui te cerne, celui qui va t'orienter. C'est comme ça qu'on choisit un Rav. Parce qu'un Rav, il s'occupe de ses élèves, pas comme un psychologue ou comme un médecin s'occupe de ses patients, mais comme un père qui s'occupe de ses enfants. Et à travers la Torah, il va dire, regarde, mon fils, avec toute la sensibilité, tout le poids, toute la relation du père et de l'enfant, il va dire, regarde, ensemble, on va essayer de te prendre à toi et de te greffer dans la Torah. Il faudrait faire une greffe de la Torah dans le cerveau. Mais est-ce que ça veut dire que chaque Rav a un Rav? Tout à fait. Combien de fois, moi je gère un peu le Beth Midrash, la communauté ici. Si tu montres comme des ça. fois, les gens ils me demandent des questions, je dis attends, je vais demander à mon Rav. Les gens sont surpris que je demande à mon Rav. Je crois que c'était un Rav. Alors je continue. J'appelle mon Rav et ça m'est arrivé que mon Rav il me dit je ne sais pas, il faut que je demande à mon Rav. Alors c'est vrai qu'il y a des autorités, des grandes autorités, des sommets. Mais d'ailleurs eux-mêmes, ils parlent au nom de leur Rav qui n'est peut-être plus vivant. Il n'y a plus de Rav. Oui, il n'y a plus de Rav vivant physique. Mais lui-même, il a appris toute sa Torah pendant 40 ans, il a appris chez son Rav. Il a vu suffisamment de Torah et d'événements, comment son Rav il a géré, alors à son tour, avec sa sensibilité, avec ses mots, avec sa réflexion, avec sa Torah à lui propre, entre la Torah de mon Rav et ma Torah. Et d'ailleurs, moi, quand je réponds aux gens, si je sais tout de suite, si je ne sais pas, je dis. Et des fois, je dis, vous savez, j'ai appelé mon Rav. Et mon Rav, il m'a dit, il fallait qu'il appelle son Rav. Donc là, je vous donne la réponse que mon Rav a reçue de son Rav. Et voilà. Ah, mais je croyais qu'un Rav, ça répond à tout. Non, un Rav, c'est pas un ordinateur. D'avoir un ordinateur, ça répond à rien du tout. On l'a vu tout à l'heure, le jeune, il me dit, j'ai posé une question. Il est parti sur un site, je posais une question. J'ai pas été satisfait de la réponse. Donc il faut arrêter de croire que l'ordinateur, il est plus fort que le Rav. Parce qu'ils ont fait des expériences. L'intelligence artificielle. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Hein, ce grand joueur d'échecs russe, si je ne me trompe pas. Heureusement qu'il a gagné la machine, heureusement. Ils n'ont jamais fait une partie de Torah entre l'ordinateur et le Rav. C'est clair que le Rav, il éclate au quart de tour. Voilà, effectivement. Le Rav, il va demander à son Rav, et le Rav, il va demander à son Rav. Moi, ça m'est arrivé que je demande à un Rav, que quand il me dit, je dois demander à mon Rav, et quand j'ai rappelé le Rav, il m'a dit, j'ai appelé mon Rav, et mon Rav, il a dû demander à son Rav. Donc des fois, la réponse, elle a traversé 4 rabbanim. C'est exceptionnel. Transmission, c'est la Torah, elle est vivante, c'est la Torah, elle est transmise. Voilà, et c'est comme un père. Des fois, on n'a plus de grand-père. Alors on dit aux enfants, vous savez, votre grand-père. On leur parle du grand-père alors qu'il n'a jamais connu. Et il dit, tu sais, mon grand-père, il m'a dit au nom de son grand-père, qui lui avait dit au nom de son grand-père de Constantine ou d'Algérie ou de la Pologne ou autre. Et moi maintenant, mon fils, je te dis ce que mes grands-pères se sont toujours transmis les uns aux autres. Et voilà comment on gère l'histoire. Ça, c'est étudier la Torah. Donc, étudier la Torah, c'est se faire une greffe. Non pas, c'est pas je prends la Torah, je la greffe dans ma tête. C'est je greffe ma tête, mon esprit, mon corps, toute mon histoire. C'est je fais une greffe de moi dans la Torah. Donc, étudions la Torah. Plus que jamais, elle est le maintien du monde. Et laissons le Yetzirah croire que la Torah, elle sert à rien. C'est faux, c'est un leurre. Et je vous invite, chacun dans son Beth Midrash, chacun avec son Rav, celui qui veut venir à Nice, qui ne nous écoute pas, qui n'est pas à Nice, Baruch Haba qui vient à Nice, et qu'ensemble on va essayer d'étudier la Torah et la développer davantage. Pour soi, d'abord pour soi-même, après pour les autres, après la Torah, elle évolue. On évolue dans la Torah, on fait évoluer la Torah. N'oublions pas cette image, la Torah c'est un élastique. Plus tu l'ouvres, plus tu la déroules, plus elle se déroule. Voilà, ça c'est étudier la Torah. Exactement. C'est pas un rouleau de la Torah, c'est un déroulé de la Torah.